Bonjour tout le monde. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes et à tous et vous remercier d'être parmi nous pour nous rejoindre à la formation d'aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais tenir à souligner que nous nous trouvons sur le territoire traditionnel, non cédé de la nation Anishinaabe-Algonquin. Nous reconnaissons que ces nations habitent ces terres depuis des temps immémoriaux. Nous reconnaissons aussi l'importance historique de leur rôle d'intendant de cette terre et comprenons leur contribution à son bien-être et à son futur. Dans un esprit de réconciliation, nous rendons hommage à tous les peuples autochtones du Canada et à leurs liens avec cette terre. Nous reconnaissons aussi que nous travaillons tous à différents endroits et que vous vous trouvez peut-être sur un territoire traditionnel autochtone. Nous vous invitons donc à prendre un moment pour réfléchir à votre engagement envers la terre sur laquelle vous vous trouvez. Merci. Prenons ce moment. Je reprends maintenant la bienvenue encore et je me présente, Marc-Alexandre Ladouceur. Je suis spécialiste en éducation média chez Abilo Média et je vais m'exprimer aujourd'hui au niveau de l'introduction au nom de Pensée Cybersécurité, la campagne de sensibilisation du gouvernement du Canada qui aide les Canadiennes et les Canadiens à demeurer en sécurité en ligne. D'abord, Pensée Cybersécurité est fier de travailler avec le Réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés et la prévention de la maltraitance envers les aînés de l'Ontario pour cet atelier. Ensemble, nous souhaitons aider les Canadiennes et les Canadiens de tous les âges et de tous les horizons à renforcer leurs compétences numériques et d'augmenter leur confiance, pardon, pour demeurer sécuritaires en ligne. La menace en ligne, les menaces en ligne, pourrait-on dire, peuvent sembler complexes, mais la sécurité commence vraiment par les petits gestes quotidiens. C'est pourquoi les partenaires comme celui-ci sont importants. Ils réunissent l'expertise des différentes organisations afin de donner aux Canadiennes et aux Canadiens les outils et les connaissances nécessaires pour se protéger en ligne. Sur ce, je vais maintenant céder la parole à nos co-animatrices, notre co-animatrice Bénédicte du Réseau canadien pour la prévention des mauvais traitements envers les aînés pour leurs remarques d'ouverture. Merci beaucoup, Marc-Alexandre. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui, peut-être même d'en retrouver certains d'entre vous depuis la semaine dernière. Donc, si vous nous connaissez, je pense que vous avez peut-être déjà participé à certains de nos webinaires, mais si ce n'est pas le cas, le Réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés, c'est un organisme pan-canadien, bilingue. Et notre mission, c'est vraiment de développer une approche nationale coordonnée en matière de prévention de la maltraitance des personnes aînées et de la négligence des personnes aînées. Et donc, ça passe beaucoup par renforcer la sensibilisation du public, renforcer le soutien et les capacités à travers les différents secteurs, les différents silos et à travers les communautés. Donc, on travaille très souvent en collaboration avec des organismes comme Abilomedia, avec le gouvernement, avec des groupes communautaires au niveau provincial, territorial, local. Et notre focus, c'est vraiment le droit des personnes aînées et en faire la promotion, rappeler aux gens qu'on a des droits à tous les âges et mobiliser les connaissances, la collaboration et aussi pousser à la réforme des politiques et à l'éducation sur tous les sujets qui affectent les personnes aînées. Donc, on développe des ressources, on fait des webinaires avec nos partenaires, notamment avec les réseaux provinciaux de prévention, dont le réseau prévention de la maltraitance Ontario. Ma collègue n'est pas ici aujourd'hui, mais donc je vais parler en son nom. Si vous êtes en Ontario et que vous cherchez des informations ou que vous souhaitez avoir un contact avec quelqu'un qui puisse vous conseiller sur les étapes à suivre, si vous êtes dans une situation difficile, c'est l'organisme provincial à contacter. Ils sont chefs de file en matière de prévention pour l'Ontario. Pareil, avec une grosse mission sur l'éducation, la formation des professionnels, le développement de ressources. Et le but, que ce soit pour eux en Ontario, pour nous au niveau national, c'est d'avoir un pays où tous les aînés peuvent vivre sans agisme, sans peur de violence et où leurs droits sont reconnus, protégés et respectés. Donc, dans les deux cas, que ce soit pour le réseau d'Ontario ou le réseau canadien, vous pouvez nous retrouver en ligne. Je mettrai nos contacts dans la boîte de chat.
Et vous pouvez même rejoindre notre infolettre, vous inscrire si vous souhaitez avoir des nouvelles régulières et savoir un petit peu ce qu'on va faire dans les prochains mois qui viennent au niveau d'événements. Ça nous ferait très plaisir de vous accueillir à nouveau. Merci beaucoup. Merci encore. Et puis, avant d'aller plus loin, je crois que Pensée Cybersécurité a une vidéo à nous présenter sur le thème de cette année, la chanson de la mois de la... Ouais, excusez-moi, j'ai complètement manqué ma phrase, la chanson du mois de la cybersécurité. Merci. Quand je pense à toutes ces choses que j'ai faites par le passé pour que ma vie branchée ne soit jamais mise en danger. Des arnaques évitées, des pièges qui m'ont pas fait flancher. Tout a vraiment changé quand je me suis cyber protégée. Des mises à jour automatiques pour ne jamais rien oublier. Tous mes comptes, mes appareils, je les ai toujours bien protégés. Bon parfum, c'est encore mieux. C'est important de faire tout ce qu'on peut. L'intelligence artificielle nous surprendra, c'est officiel. Faut pas attendre, faut se cyber protéger. Pour ma part, je l'ai fait, je l'ai jamais regretté. Des arnaques, j'en avais tout partout. De l'hameçonnage aussi, mais je les voyais venir à tout coup. Aucune donnée volée, aucun vol d'identité. C'est pas compliqué, faut réfléchir avant de cliquer. Réfléchir avant de cliquer. Maintenant que les années ont passé, je suis fière et je ne regrette rien. Mes réflexes en cybersécurité ont tenu chemin. Des phrases de passe uniques et difficiles à deviner. Des vérifications multiples, c'est mieux pour pas te faire pirater. Quand je naviguais sur le web, sur des connexions partagées, je prenais toujours mon HPV pour me sentir plus rassurée. Des fausses nouvelles, j'ai ignoré mes logiciels organisés. J'ai sauvegardé tous mes fichiers, j'ai ma meilleure vie connectée. Faut pas attendre, faut se cyber protéger. Pour ma part, je l'ai fait, je l'ai jamais regretté. Des arnaques, j'en avais tout partout. De l'hameçonnage aussi, mais je les voyais venir à tout coup. Aucune donnée volée, aucun vol d'identité. C'est pas compliqué, faut réfléchir avant de cliquer. Réfléchir avant de cliquer. Un rançongiciel a tenté de me faire chanter, mais ce sont mes copies qui m'ont sauvé. Je partage tous mes trucs et non, je garde pas tout ça pour moi. Je montre à tout mon monde comment faire et puis pourquoi. Je suis tellement fière d'avoir vu d'avance les cyber-risques et toutes ses conséquences. On peut surfer en toute tranquillité quand on met la sécurité toujours en premier. Merci une troisième fois. Avant d'aller plus loin avec la présentation, je prends juste un instant parce qu'on a déjà vu les commentaires apparaître dans le clavartage, dans la barre de discussion, dans le chat, on l'appellera comme on veut. Finalement, c'est juste pour prendre le temps d'assurer tout le monde que vous pouvez toujours, pendant la présentation, mettre vos questions soit là ou dans la section questions et réponses. Je vais tenter de garder un œil sur les messages pour pouvoir y répondre, soit au moment même que la question est posée, si jamais c'est vraiment pertinent à ce qui se passe à ce moment-là de la présentation. Sinon, je signalerai que j'y répondrai plus tard ou si ça s'en vient plus tard aussi qu'en tant qu'information pertinente. Je vais maintenant partager mon écran tout en me présentant au nom d'Abilo Media, euh, l'organisme
pour lequel je travaille et qui s'occupe de la présentation d'aujourd'hui. Donc, moi, c'est Marc-Alexandre Ladouceur. Je suis spécialiste en éducation aux médias. Je l'ai mentionné tout à l'heure dans l'introduction. Et puis aujourd'hui, on vous présente l'atelier Naviguer en ligne, vie privée et sécurité. Je vous souhaiterais encore la bienvenue, mais je pense que rendu à ce point-ci, ça ferait 3 fois un trifecta quand même de la bienvenue. C'est pas mauvais. La séance est consacrée à l'approfondissement des connaissances en matière de protection de la vie privée et de sécurité en ligne. L'atelier a été conçu pour enseigner des compétences avancées en matière de gestion de la vie privée et de protection de vos appareils. Elle fait partie d'une série qui existe pour être capable d'adresser ces sujets à toutes sortes de niveaux. Donc, vous pouvez aussi aller trouver sur abilomedia.ca des copies des ateliers pour en savoir plus ou pour découvrir la matière additionnelle. On va avoir du temps aujourd'hui pour les questions, comme je l'ai dit. Il y en a qui vont peut-être aller jusqu'à la fin, mais autant que possible. Si vous trouvez que c'est une question brûlante ou que ça vous intéresse ou que c'est juste de la curiosité, je vous en prie de l'indiquer. C'est toujours mieux de proposer des questions et d'adresser des sujets que de souhaiter l'avoir fait. Avant de commencer le contenu de l'atelier comme tel d'aujourd'hui, je voudrais vous inviter à prendre 5 minutes pour répondre à l'enquête d'évaluation préalable. Les sondages d'évaluation aident l'équipe d'Abilomédia à mieux comprendre si les ateliers réussissent à soutenir vos connaissances, vos compétences et votre confiance, vos attentes finalement dans le domaine numérique. L'enquête est destinée à évaluer le programme et non pas les participants, non pas vous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est pas grave si vous ne possédez pas les compétences demandées dans l'enquête. Si vous souhaitez répondre à l'enquête, vous avez tout simplement à scanner le code QR avec l'appareil photo de votre téléphone ou de taper le lien qui va paraître ou qui est peut-être déjà paru dans la barre de discussion, qui est déjà paru dans la barre de discussion. On va faire une pause brièvement jusqu'à ce que toutes les personnes intéressées aient pu se rendre vers la page d'enquête. Ça ne sera pas très long. Et pour ceux qui auraient pu s'intéresser, merci beaucoup. Et pour ceux qui ne s'intéressent pas, merci beaucoup encore d'être là pour la présentation. Avant de commencer, j'aimerais que vous preniez 1 minute pour penser justement à ce que vous aimeriez retirer de cet atelier. Vous n'avez pas à répondre à voix haute, vous n'avez pas à répondre dans le chat nécessairement. Si vous voulez, vous êtes les bienvenus. Je suis toujours curieux de savoir, mais l'important, c'est surtout d'y réfléchir. Sur les 3 questions ici, quelles sont les choses que vous aimez partager sur Internet? Quelles sont les choses que vous aimeriez garder privées? Et quelles sont les choses sur lesquelles vous aimeriez exercer un plus grand contrôle? C'est drôle, je me souviens, quand j'étais au secondaire, on nous disait toujours d'éviter le mot chose à tout prix lorsqu'on écrivait. Aujourd'hui, on s'en sert avec des termes tellement spécifiques lorsque vient notre expérience de naviguer et le partage sur Internet que c'est quasiment inévitable de se servir de ce même vocabulaire auparavant tabou. Maintenant, au terme de l'atelier, vous allez savoir comment assurer la sécurité de vos comptes et de vos appareils, retrouver un appareil perdu comme un téléphone, protéger votre vie personnelle en ligne et trouver et supprimer des logiciels espions sur votre téléphone. On va commencer par discuter de la manière dont vous pouvez protéger vos comptes et vos appareils. Vous avez peut-être déjà abordé certaines compétences liées à ce sujet-là dans un autre atelier, mais on va les revoir ici comme étant essentielles. Un autre outil que vous pouvez utiliser pour protéger encore davantage vos comptes, c'est ce qu'on appelle l'authentification à 2 facteurs, qui se veut de plus en plus populaire et fondamentale. J'essaie de penser à des services qui ne s'en servent plus aujourd'hui, et il y en a très peu. Si vous avez activé l'authentification à 2 facteurs, en plus d'entrer votre mot de passe, vous recevrez également sur votre téléphone un message texte qui contient un code à usage unique. Vous devez entrer le code ainsi que votre mot de passe pour ouvrir une session. Ainsi, une personne qui obtiendrait votre mot de passe ne pourrait accéder à vos comptes nécessairement. L'inconvénient, c'est que vos comptes vont être verrouillés si vous perdez votre téléphone. Et cette mesure ne sera peut-être pas aussi utile si votre téléphone est votre principal moyen d'accéder à Internet. Vous pouvez également demander à certains réseaux sociaux de vous envoyer une alerte si un nouvel appareil se connecte à votre compte. Sur Facebook, vous accédez à vos paramètres et vous cliquez sur Sécurité et Connexion à gauche. Par la suite, vous allez cliquer sur Mot de passe et sécurité, puis Alerte de connexion.
Choisissez ensuite une adresse courriel où envoyer vos alertes. La plupart des services en ligne, comme les réseaux sociaux et les services de diffusion en continu, vous permettent également de vous déconnecter de chaque appareil sur lequel vous êtes connecté. Si vous ne parvenez pas à trouver l'option, recherchez l'option au lieu de se déconnecter de tous les ordinateurs ou quelque chose de semblable et sur le réseau dont vous souhaitez vous déconnecter. Par exemple, se déconnecter de tous les ordinateurs WhatsApp ou de tous les appareils WhatsApp. Il serait quand même judicieux de le faire de temps en temps au cas où vous auriez oublié un appareil sur lequel vous étiez connecté. Ça arrive des fois, on se connecte peut-être sur les services de diffusion lorsqu'on se rend ou lorsqu'on voyage et on oublie de se déconnecter, ou encore lorsqu'on se connecte sur un compte de réseau social sur un ordinateur public afin de vérifier ses messages. Nous sommes nombreux à utiliser les réseaux Wi-Fi publics dans des lieux comme les bibliothèques et les cafés, et c'est généralement possible de faire plein de choses en toute sécurité sur les réseaux Wi-Fi publics. Mais, mais c'est important de savoir que le Wi-Fi public est moins sûr que votre réseau résidentiel parce que vous partagez avec beaucoup d'autres personnes le même réseau. Les réseaux qui ne vous demandent pas de saisir un mot de passe sont particulièrement vulnérables parce que n'importe qui peut s'y connecter, ce qui va signifier que les personnes disposant de programmes pertinents peuvent voir ce que vous envoyez au routeur, y compris votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et d'autres renseignements sensibles comme les informations relatives à votre carte de crédit. Un réseau Wi-Fi est plus sûr si vous devez entrer un mot de passe pour vous y connecter, mais vous le partagez tout de même avec toute autre personne susceptible d'y être connectée, ce qui signifie que toute autre personne connectée à ce réseau peut potentiellement accéder à tout dont vous partagez sur ce même réseau. Il y a 3 choses que vous pouvez faire pour rendre l'utilisation du réseau Wi-Fi public plus sécuritaire et je l'encourage personnellement très fortement. D'abord, assurez-vous d'utiliser un réseau de confiance. Comme c'est possible de donner n'importe quel nom à n'importe quel réseau, certaines personnes choisissent de nommer le leur, par exemple, bibliothèque publique ou Wi-Fi Starbucks pour épier les autres ou installer des programmes malveillants sur leurs ordinateurs. Donc, revérifiez toujours pour vous assurer de vous connecter au bon réseau. Et c'est pas une mauvaise idée si vous êtes à la bibliothèque ou dans un Starbucks de demander à quelqu'un qui y travaille de savoir c'est quoi le bon nom de réseau. Ensuite, ne faites jamais d'opérations nécessitant des informations financières ou personnelles, comme faire des achats en ligne ou consulter votre compte bancaire sur des comptes réseaux publics. Sur des réseaux publics, pardon. Même sur un réseau sécurisé, c'est possible qu'une personne puisse voir les données que vous envoyez. Enfin, tenez-vous-en à des sites sécurisés autant que possible. Ça, ce sont ceux qui comportent des cadenas dans la barre d'adresse et dont l'adresse web commence par HTTPS plutôt que HTTP. Si vous utilisez un iPhone ou un iPad, vous pouvez activer la mise à niveau HTTPS automatique en allant dans les paramètres avancés de votre navigateur comme Safari. Toutefois, n'oubliez pas qu'une adresse HTTPS ne signifie pas nécessairement que le site lui-même est digne de confiance, mais simplement que personne d'autre ne peut voir ce que vous envoyez sur ce site-là. Si vous devez envoyer des renseignements importants au moyen d'un ordinateur public, essayez d'utiliser celui qui est connecté à un câble réseau comme un ordinateur de bureau plutôt qu'un ordinateur connecté à un réseau Wi-Fi. Assurez-vous de naviguer en mode incognito ou la navigation privée afin que l'ordinateur n'enregistre pas les données saisies ni les sites visités. Dans la plupart des navigateurs, c'est possible d'activer le mode en cliquant sur le bouton situé dans le coin supérieur droit pour sélectionner ensuite Nouvelle fenêtre privée ou Nouvelle fenêtre incognito. Tout comme vous ne devriez jamais vous connecter à des réseaux dont vous ignorez la fiabilité. N'utilisez jamais la clé USB ou la carte mémoire, sauf si vous l'avez acheté vous-même et que vous savez que vous pouvez faire confiance à la personne qui vous l'a donné. Ce sont des objets qui peuvent facilement propager des logiciels malveillants d'un ordinateur à un autre. Certaines personnes laissent même des clés USB infectées dans les endroits publics où les gens peuvent les trouver afin de propager des logiciels malveillants. Vous devriez également vous assurer d'exécuter un antiprogramme malveillant. Les appareils sous Windows sont livrés avec Windows Defender. C'est un programme intégré, gratuit et efficace. Assurez-vous qu'il soit activé par contre pour pouvoir profiter de son efficacité et qu'aucun autre antiprogramme malveillant ne s'exécute. Autrement, il pourrait se faire obstacle l'un à l'autre.
Mais pour les appareils Mac et les appareils mobiles, installez un outil fiable comme Malwarebytes ou AVG qui sont ici à l'écran. Même s'il s'agit des logiciels gratuits, on tentera de vous vendre les services supplémentaires. Ne vous inquiétez pas, la version gratuite est probablement tout ce dont vous avez besoin. Les sociétés qui développent les programmes découvrent souvent des problèmes de sécurité qu'elles règlent par la suite. C'est normal. C'est pourquoi c'est important d'activer la mise à jour automatique, particulièrement en ce qui concerne les navigateurs par lesquels vous envoyez la majorité de vos renseignements personnels et les systèmes d'exploitation comme Windows ou iOS. Ça signifie également que c'est risqué d'utiliser les versions piratées des systèmes d'exploitation comme Windows ou des programmes comme Microsoft Office parce que vous ne bénéficieriez pas des mises à jour. Si vous avez besoin de programmes comme Word ou Excel, mais vous n'avez pas les moyens de vous les procurer, utilisez une alternative légale et gratuite comme LibreOffice. Il n'est pas identique à Microsoft, mais il permet de lire et d'enregistrer des fichiers dans les mêmes formats. Ainsi, vous pouvez lire un fichier Word dans LibreOffice et enregistrer vos fichiers dans un format qu'un utilisateur de Word pourra lire. De nombreux sites Web vous offrent la possibilité d'ouvrir une session avec votre compte Facebook ou Google plutôt que de créer un nouveau compte avec eux. Cette option semble rapide, elle semble pratique, mais sachant qu'elle permet également au site Web d'avoir accès à tout ce qui se trouve dans votre compte, c'est vos amis, la messagerie que vous avez utilisée, aimée, et ensuite n'importe quel autre programme que vous avez sélectionné avec un cœur. La question, c'est est-ce que le jeu vaut vraiment la chandelle? Enfin, il y a quelques fonctionnalités de vos appareils que vous devriez désactiver lorsque vous ne les utilisez pas. Le Bluetooth permet à différents appareils de se connecter sans fil. C'est super. Quand je mets des écouteurs, je me sers toujours de la connexion Bluetooth. C'est utile pour la connexion des haut-parleurs aussi, mais ça rend possible pour d'autres personnes de se connecter à nos appareils lorsqu'il est activé. Donc, certains appareils vous permettent d'activer ou désactiver la Bluetooth. Désactivez-le simplement en touchant l'icône correspondante. Pour certains, vous devez vous rendre dans les paramètres pour le faire, mais si c'est une étape supplémentaire pour assurer la sécurité, encore une fois, c'est ce que je fais et c'est ce que je recommande fortement. Les appareils Apple sont également dotés d'une fonctionnalité appelée AirDrop, qui permet aux utilisateurs de partager des fichiers entre eux. Encore une fois, facilité, merveilleux. Si elle est activée, certaines personnes pourraient s'en servir pour envoyer des photos ou d'autres éléments indésirables sur votre appareil, par contre. Pour éviter ça, rendez-vous dans les réglages et touchez l'icône AirDrop. Vous y verrez ainsi les réglages qui y sont associés pour soit limiter qui peut l'envoyer ou l'éteindre tout simplement. Vous verrez alors le réglage courant. Moi, celui que je préfère, c'est l'activation pendant 10 minutes et le mode contact uniquement. De un, ça veut dire que si jamais j'oublie de désactiver, ça va se désactiver tout seul. Comme ça, plus tard, si je m'en souviens soudainement, je peux aller voir quand même et je vais voir que ça a été désactivé. La fonction contact uniquement, je l'aime aussi particulièrement parce que si jamais je vais recevoir des fichiers ou des photos ou quoi que ce soit et je m'en sers de AirDrop avec d'autres personnes qui ont des appareils Apple, ce ne sont que des personnes que je connais, que j'ai acceptées, qui sont capables de me le partager. Le GPS, c'est une autre fonction que vous pouvez désactiver lorsque vous ne l'utilisez pas. Elle peut être utile lorsque vous voulez connaître votre emplacement, mais elle peut également envoyer cette information au site Web que vous visitez ou aux applications que vous utilisez. Pour désactiver la localisation sur un appareil Android, rendez-vous dans Paramètres, déroulez jusqu'à Position, touchez l'icône correspondante, puis touchez le bouton pour désactiver la fonction. Pour désactiver la localisation sur un iPhone ou un iPad, accédez aux réglages, puis à la confidentialité. Glissez ensuite le bouton Service de localisation pour désactiver la fonction. Glissez ensuite le bouton Service de localisation et voilà, c'est défait. Toutefois, malgré toutes les précautions prises pour protéger nos comptes et nos appareils, c'est toujours possible que les choses tournent mal. La bonne nouvelle, c'est que c'est assez facile de corriger ces erreurs sur la plupart du temps.
Je prends un instant ici pour lire une question qu'on a reçue parce que ça se veut très pertinent pour tout le monde. On demande si on va avoir accès à une reprise de la vidéo plus tard. La réponse c'est oui. La vidéo est enregistrée afin d'être repartagée et vous allez pouvoir passer. Je sais que je passe rapidement en ce moment tous les effets de réglage et les étapes, mais vous allez pouvoir le revisionner à votre temps et à votre aise aussi. OK, voici quelques signes pouvant indiquer un problème avec votre appareil ou avec vos comptes. Les gens reçoivent des messages que vous n'avez pas envoyés. Vous ne recevez pas, et ce de façon répétée, les messages que d'autres personnes affirment vous avoir envoyés. Vous ne parvenez pas à vous connecter à un ou plusieurs de vos comptes. Votre appareil est inhabituellement lent. De plus, si vous recevez une notification de connexion ou de demande de changement de mot de passe que vous ne vous souvenez pas avoir fait, c'est fort probable que quelqu'un ait tenté d'accéder à vos comptes. En passant, cela peut avoir avec les bonnes ou les mauvaises pratiques. Parfois, notre compte fait simplement partie de données qui ont été obtenues par des gens qui vont maintenant essayer de s'y connecter. Avec les connaissances et les bonnes pratiques que j'ai déjà nommées, ça m'arrive de temps en temps de devoir aller changer mes mots de passe sur mes comptes, surtout de messagerie sociale, pour en assurer la sécurité. Si vous croyez qu'une personne pourrait avoir accédé ou tenter d'accéder à votre appareil ou à l'un de vos comptes, voici ce que vous devez faire. D'abord, n'envoyez aucun renseignement personnel ou sensible avant que le problème soit réglé. Ensuite, déconnectez-vous de tous vos comptes et ce sur chaque appareil que vous utilisez. Changez tous vos mots de passe. Pour votre compte de messagerie électronique, n'oubliez pas d'utiliser un mot de passe complètement différent de tous les autres. Finalement, exécutez votre antiprogramme malveillant. Même si votre appareil ou vos comptes sont verrouillés, c'est possible d'obtenir de l'aide de l'entreprise. Dans la mesure où vous pouvez prouver votre identité, vous devriez pouvoir reprendre le contrôle. Il existe également des moyens de retrouver vos appareils en cas de perte ou de vol. Sur un iPhone, allez dans les réglages et tapez sur le nom de votre appareil, puis sur Localiser Mon. Connectez-vous à l'aide de votre identifiant Apple ou si vous ne le connaissez pas, tapez l'option indiquant que vous n'avez pas d'identifiant Apple ou que vous avez oublié et suivez les instructions. L'option Localiser mon iPhone ou Localiser mon iPad vous permet de voir où se trouve un appareil lorsqu'il est allumé. L'option Trouver mon réseau vous permet de voir le même lorsque c'est éteint. Ensuite, allez dans les réglages, puis dans Confidentialité et Sécurité et Services de localisation. Assurez-vous que vous avez donné accès à votre emplacement à l'application Trouver mon réseau. N'oubliez pas que cette action pourrait permettre à d'autres personnes connaissant votre identifiant Apple et votre mot de passe de connaître l'emplacement de votre appareil. Vous devrez déterminer si l'emplacement de votre appareil vous inquiète davantage que de faire connaître votre emplacement à quelqu'un d'autre. Donc, il y a un jeu de désirabilité, finalement, des données qui sont peut-être transmises, qui s'occupent dans cette décision-là. Si l'option Trouve mon a été désactivée et que votre appareil, sur votre appareil avant que vous le perdiez, c'est super, c'est possible de le localiser. Pour retrouver votre appareil, ouvrez le site iCloud.com à partir de n'importe quel navigateur. Cliquez sur Trouver mon et entrez votre identifiant Apple et votre mot de passe. Vous verrez alors apparaître une carte sur laquelle figure l'emplacement de votre appareil. Si vous possédez un autre iPhone ou un iPad, vous pouvez également utiliser l'application Trouver mon, c'est la photo de l'icône, pour faire la même chose. Vous pouvez également télécharger les applications comme Lookout et Prey qui vous permettent de suivre, de verrouiller et de supprimer les données de vos appareils en cas de perte. Comme de nombreuses applications, les versions de base sont gratuites, mais certaines fonctionnalités sont payantes. Malheureusement, c'est possible de trouver les appareils Android uniquement lorsque les services de localisation sont activés. Vous devrez donc faire un choix entre préserver votre vie privée et être en mesure de trouver votre téléphone. Si les services de localisation et la fonction localiser mon appareil sont activés dans les paramètres, vous pouvez le trouver en accédant à la page android.com/find. Tiens, je vais la taper ici dans la barre de discussion. android.com/find. Et en vous connectant ensuite à votre compte. En plus de voir l'emplacement de votre téléphone sur la carte, vous pouvez le verrouiller ou en effacer le contenu à distance.
On va maintenant faire un petit questionnaire pour réviser ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et ce qu'on a peut-être appris ou retenu et ce qu'on voudrait retenir ou apprendre. Donc, première question, pourquoi l'authentification à deux facteurs protège-t-elle encore davantage vos comptes? Soit parce que vous avez besoin de deux mots de passe différents pour vous connecter, ou parce que vous avez besoin d'un code qui sera envoyé à un autre appareil pour vous connecter, ou encore parce que vous recevez un nouveau mot de passe tous les 2 jours, finalement, parce que votre mot de passe doit être composé à la fois de lettres et de chiffres. La fonction d'authentification à deux facteurs envoie un code à un autre appareil chaque fois que quelqu'un entre votre mot de passe. Personne ne peut accéder au compte sans ce code. C'est judicieux de choisir un mot de passe qui contient des lettres, des chiffres et d'autres caractères, mais ce n'est pas nécessaire de changer de mot de passe tous les 2 jours. Prochaine question. Que ne faut-il jamais faire sur un réseau Wi-Fi public? Je reprends. Que ne faut-il jamais faire sur un réseau Wi-Fi public? Soit regarder des vidéos ou télécharger des photos ou encore envoyer des informations bancaires ou de cartes de crédit. Finalement, utiliser les réseaux sociaux. C'est généralement sécuritaire de naviguer sur un réseau Wi-Fi public, mais n'envoyez pas d'informations sur votre compte bancaire ou votre carte de crédit, ce qui signifie également de ne pas faire des achats en ligne. Combien de programmes anti-maliciels devriez-vous exécuter? Aucun. Un. Deux par prudence. Le plus grand nombre possible. OK, là, je reconnais que mes gestes, c'est quasiment contraire à mes questions parce que voilà que je disais aucun, que j'en pointais à un, deux, puis pardon. Donc, les réponses sont aucun, un, deux par prudence ou le plus grand nombre possible. Vous avez besoin d'un programme antimaliciel, mais c'est préférable d'en exécuter qu'un seul. Les programmes pourraient se gêner mutuellement si jamais vous en exécutez plus qu'un. Prochaine question. Comment pouvez-vous déterminer que quelque chose cloche sur votre appareil ou l'un de vos comptes? Soit des personnes reçoivent des messages que vous n'avez pas envoyés, ou vous ne pouvez pas vous connecter à vos comptes. Encore, votre appareil est anormalement lent. Finalement, toutes ces réponses. À chaque fois qu'on voit toutes ces réponses, il me semble qu'on est un peu tenté de répondre la quatrième option. Et on aurait eu raison. Ce sont tous des signes qui indiquent que vous avez un problème sur votre appareil ou votre compte et que vous avez besoin d'aide. OK. Essayez de faire l'une des choses dont on a parlé au cours des dernières minutes, soit configurer l'authentification à deux facteurs en allant dans les paramètres de votre application et en l'activant, ou configurer vos réseaux sociaux afin de recevoir une alerte si quelqu'un d'autre tente de se connecter. Souvent, en passant, c'est une option qui est très, très proche de celle de l'authentification à deux facteurs. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez aussi désactiver la Bluetooth, la localisation ou AirDrop, ce qui se fait assez facilement avec un téléphone iOS, tout simplement en faisant défiler vers le bas à partir de l'écran principal. Finalement, localisez votre appareil à distance. Évidemment, ce sont des étapes qui peuvent prendre quelques instants. Donc, je prends le temps de parler de comment ça peut prendre du temps afin de vous donner le temps de vous sauver du temps. Le dernier, il n'a pas fonctionné. Je voulais vraiment intégrer une dernière utilisation du mot temps. Vous me le pardonnerez, j'espère. Bon, on peut continuer. Si jamais vous avez de la difficulté en passant, vous pouvez toujours envoyer un message. Ça va nous faire plaisir de revoir les étapes. Bon, la vie privée, la sécurité, ça ne se limite pas aux appareils et aux comptes. C'est un bon début, mais on a quand même des habitudes à concevoir là-dedans. De nos jours, une grande partie de notre vie personnelle se retrouve en ligne et c'est également important de la protéger. On va voir maintenant une couple de conseils pour protéger vos informations lors des rencontres en ligne. Il n'est jamais trop tôt dans une relation pour commencer de penser à votre sécurité. Si vous utilisez une application de rencontre en ligne, utilisez un service de messagerie web gratuit comme Gmail ou Outlook pour créer une nouvelle adresse électronique. Utilisez-la pour vous inscrire à une application. Vous pouvez également créer une adresse électronique jetable sur sharklasers.com ou protonmail.com que je vais mettre ici dans la barre de messagerie.
Et les deux sites sont des bonnes options pour vous préserver de la confidentialité ainsi que celle de votre adresse électronique lorsque vous faites des rencontres en ligne. En séparant votre adresse électronique principale, vous contribuez aussi à garder confidentielles certaines informations. On va jeter maintenant un coup d'œil à la politique de confidentialité et aux conditions d'utilisation d'une application de rencontre. Ce n'est pas toujours nécessaire de tous les lire, mais vous devriez savoir si vous pouvez supprimer entièrement vos photos et vos autres publications après avoir fermé votre compte. Une fois que vous avez établi un lien avec une personne, ne partagez pas de renseignements personnels, en particulier ceux qui pourraient être utilisés pour vous trouver dans la vie réelle, comme une adresse ou un numéro de téléphone, tant que vous ne vous sentez pas à l'aise avec le partage de ces informations. Les fraudes amoureuses ou des personnes vous demandent de l'argent pour les aider à quitter leur pays ou à régler des problèmes sont fréquentes sur des sites de rencontres. N'envoyez jamais d'argent à une personne rencontrée sur un site ou une application de rencontre. Je vais la reprendre une deuxième fois, celle-là. Les fraudes amoureuses où des personnes vous demandent de l'argent pour les aider à quitter leur pays ou à régler des problèmes sont fréquentes sur les sites de rencontres. N'envoyez jamais d'argent à une personne rencontrée sur un site ou une application de rencontre. Je ne veux pas surinsister en faisant croire que c'est quelque chose que les gens font tout le temps, mais je ne voudrais pas non plus qu'on se demande: Ah, peut-être que je ferai l'exception. On ne fait jamais l'exception. Si vous décidez de rencontrer en personne une personne rencontrée sur l'application, organisez la première rencontre dans un lieu public et informez-en un ami ou un membre de votre famille. Vous pouvez leur demander de prendre de vos nouvelles pendant la rencontre afin de vous donner une excuse pour partir si les choses ne se passent pas bien. C'est également utile de vérifier quels outils de sécurité ont été intégrés au site ou à l'application de rencontre. Comment pouvez-vous signaler un cas d'harcèlement ou l'envoi des photos indésirables? Comment pouvez-vous bloquer quelqu'un si c'est nécessaire? C'est important de vous fier à votre instinct lorsque vous entamez une relation en ligne. Si quelqu'un vous met de la pression ou se montre agressif en demandant de vous rencontrer en personne, vous demande des photos ou encore se met en colère si vous ne répondez pas à ces messages, bloquez-les immédiatement. Les sextos, c'est-à-dire l'envoi des photos nues ou séduisantes de vous à quelqu'un d'autre, peuvent faire partie d'une relation saine, mais peuvent aussi comporter des risques. Le sextage ou l'envoi à quelqu'un d'autre des photos nues sexy de vous peut s'inscrire dans cette relation, mais on ne veut jamais les envoyer à moins que le destinataire vous ait clairement signifié son intérêt. Si vous envoyez un sexto, n'oubliez pas que c'est possible, ou pardon, impossible d'empêcher une personne d'en faire des copies en ligne, et ce, même avec une application comme Snapchat. Ne montrez jamais votre visage, des tatouages distinctifs ou tout élément qui serait susceptible de vous identifier. Si vous recevez un sexto non sollicité, bloquez immédiatement l'expéditeur. Si jamais vous vous demandez comment, notre atelier Explorer la vie privée en ligne montre comment bloquer quelqu'un, mais le plus facile, c'est si vous avez été voir comment fonctionnent les éléments de blocage dans votre application, vous êtes ainsi capable de le faire rapidement si jamais vous recevez un sexto non sollicité. Si vous possédez un appareil Apple, désactivez AirDrop. Si vous recevez un sexto sollicité, ne le partagez pas et ne le montrez pas sans le consentement de la personne concernée. Ne forcez jamais une personne à vous en envoyer un non plus. Si une personne a partagé un sexto provenant de vous sans votre accord, il y a quand même quelque chose que vous pouvez faire. Sauvegardez d'abord la preuve. Si ça a été publié dans un espace public, faites une capture d'écran. Si quelqu'un affirme l'avoir vu, enregistrez son témoignage. Si vous pouvez demander à la personne concernée de cesser de le partager ou de le retirer, faites-le. Même si elle refuse ou ne répond pas, vous gardez un dossier des textos ou des courriels envoyés afin de démontrer ultérieurement que le partage s'est effectué sans votre consentement. Si ça a été partagé sur un réseau social ou sur un site Web, demandez à ce qu'il soit retiré. Pensez à dire que la publication enfreint les conditions générales d'utilisation. Presque tous les sites ont des règlements qui interdisent la publication des sextos sans l'accord de l'expéditeur. Fait que s'il s'agit d'une photo que vous avez prise, vous en détenez les droits d'auteur et vous pouvez demander à ce que la photo soit retirée en invoquant ce motif-là. Au Canada, c'est illégal de partager des images intimes d'une personne sans son accord, peu importe son âge, et un juge peut ordonner le retrait de la photo en plus de déposer des accusations criminelles contre la personne l'ayant partagée.
Mieux vaut toutefois être préparé pour cette étape avant d'aller voir la police en consultant la feuille à l'aide. Quelqu'un a publié un sexto sans mon consentement ou le guide éclair sur la violence sexuelle liée à des images intimes de la YWCA pour obtenir d'autres conseils. Si je fais référence à ces feuilles astuces, vous pouvez les trouver aussi sur le site web d'habilomedia.ca. Si vous souhaitez procéder sans passer par la police, vous pouvez vous rendre au palais de justice pour rencontrer un juge de paix ou demander à un avocat de s'en occuper pour vous. Certaines villes ont également des bureaux d'aide juridique qui peuvent vous aider dans de telles situations, et ce gratuitement ou à tarif réduit. Même si les choses sont encore amicales entre vous, c'est toujours une bonne idée de changer vos mots de passe lorsque vous rompez avec quelqu'un. Même si vous ne vous souvenez pas d'avoir partagé des mots de passe avec l'autre personne, vous devez supposer qu'elle les connaisse. Changez également les questions de sécurité que vous utilisez lorsque vous oubliez vos mots de passe. Ces questions sont généralement tirées des choses qu'un partenaire peut avoir apprises lorsque vous étiez ensemble, comme le nom de votre premier animal de compagnie. C'est préférable aussi de rester prudent et de les modifier de toute façon. Une autre bonne mesure de précaution consiste à faire des sauvegardes des photos, des fichiers et de tout ce qui pourrait être important pour vous au cas où vous devriez réinitialiser complètement vos appareils ultérieurement. Vous pouvez en faire la sauvegarde sur un service info nuage comme Google Drive, sur une clé USB ou sur, les deux. Si vous cherchez du soutien pour quitter une relation, utilisez les éléments qu'on a déjà abordés dans l'atelier, comme l'utilisation des sites sécurisés HTTPS pour préserver la confidentialité de vos recherches. Vérifiez de nouveau que votre appareil ne contienne pas de logiciel espion ou tracker qui indique à quelqu'un d'autre où vous vous trouvez ou ce que vous faites. Bon, on va voir maintenant comment procéder. Sur un iPhone, vous allez balayer l'écran d'accueil vers la droite jusqu'à ce que vous voyiez la bibliothèque d'applications. Tapez dans le champ de recherche en haut de l'écran, puis parcourez la liste des applications et supprimez celles que vous ne reconnaissez pas. Sur un appareil Android, allez dans les réglages, puis dans Applications et Voir toutes les applications ou recherchez le mot Application. Il existe également des applications comme Certo et Incognito qui analysent vos appareils à la recherche de logiciels espions, mais vous devez savoir qu'il est toujours possible qu'un logiciel espion se trouve encore sur votre téléphone. Si vous avez un iPhone, vous pouvez également activer le mode de confinement qui vous protège de la plupart des logiciels espions. Il limite aussi les utilisations d'applications comme FaceTime et Safari. Pour activer le mode de confinement, allez dans Réglages, puis dans Confidentialité et sécurité et faites basculer le bouton Mode de confinement. Si vous avez pris cette mesure et que vous pensez toujours que votre ex-partenaire vous suit à la trace, vous devrez peut-être effacer complètement le contenu de votre appareil. Sur un téléphone Android, allez dans les Réglages, puis dans Sauvegarde et réinitialisation d'usine des données. Cette opération effacera tout ce que vous avez sauvegardé sur le téléphone et toutes les applications qui ont été téléchargées. Avant de procéder à l'opération, notez sur une feuille tous vos contacts importants, comme les numéros de téléphone, les adresses électroniques d'amis proches ou les membres de votre famille, et toute autre information essentielle contenue dans votre téléphone, et conservez cette feuille dans un endroit sûr. Si vous utilisez votre adresse électronique pour l'authentification à deux facteurs, vous devrez réinstaller votre application de messagerie et vous connecter à nouveau. Sur un iPhone ou sur un iPad, allez dans les réglages, puis sur Général et Réinitialiser. Tapez ensuite Effacer contenu et réglages et saisissez votre mot de passe ou identifiant Apple. Quel que soit le type d'appareil que vous utilisez, vous ne devez pas le restaurer à partir d'une sauvegarde ou d'un service info nuagique après l'avoir réinitialisé. Vous pourriez ainsi réinstaller les logiciels espions qui s'y trouvaient. On va faire un autre petit court questionnaire pour récapituler. Quelle est la chose la plus importante à faire lorsque vous créez un profil sur un site de rencontre? Soit choisir une bonne photo, écrire une biographie séduisante, lire la politique de confidentialité ou toutes ces réponses. OK.
Je sais que tantôt, j'ai dit quand on voit toutes ces réponses, on est tenté à répondre à toutes ces réponses, mais je veux juste vous dire que c'est sûr que on peut trouver ça personnellement important d'écrire une biographie séduisante, hein, ça paraît bien, ou de choisir une bonne photo pour que nos apparences paraissent plus désirables, etc. Mais vraiment, quand on parle d'importance en matière de sécurité, il ne reste qu'à lire la politique de confidentialité. Si vous rompez avec quelqu'un, qu'est-il important de faire? Soit modifier vos mots de passe et questions de sécurité, faire une sauvegarde de vos appareils, revoir vos paramètres de localisation ou toutes ces réponses. On va-tu voir maintenant si on va être 2 sur 3 pour toutes ces réponses? Eh oui, on partage beaucoup d'informations avec nos partenaires, comme nos mots de passe et nos appareils. Lorsque la relation prend fin, assurez-vous de ne plus partager ces éléments. Si quelqu'un a partagé une photo de vous, nu ou partiellement nu, sans votre autorisation, lequel des énoncés suivants est vrai? Que cette personne a enfreint la loi et un juge peut ordonner que la photo soit retirée? Vous ne pouvez rien faire d'autre que de lui demander de la retirer. Vous pouvez la poursuivre en justice pour qu'il la retire. Vous pouvez demander que le site Web la retire. Au Canada, le partage d'images intimes sans l'autorisation des personnes qui y figurent constitue un crime et un juge peut ordonner à un site Web de les retirer. Toutefois, malgré nos efforts, notre vie privée peut également mal tourner en ligne. Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour vous aider à garder les choses sous contrôle. En matière de harcèlement, l'une des premières étapes consiste à bloquer l'expéditeur. Sur Facebook, une personne bloquée ne pourra pas vous envoyer une demande d'amitié, ne verra pas votre profil, ne pourra pas vous identifier sur une publication et ne pourra pas vous envoyer de messages sur le réseau. Pour bloquer une personne, accédez à vos paramètres, puis sélectionnez Blocage dans le menu de gauche. Tapez ensuite le nom de la personne que vous souhaitez bloquer dans le bloqueur des utilisateurs. Une fois que vous allez sélectionner la bonne personne, cliquez sur Bloquer. La plupart des réseaux sociaux et des applications de messagerie offrent également une forme de blocage quelconque. OK. Avant de mettre fin à l'atelier, on va revenir un peu sur les nouveaux termes appris au cours de la session. Un navigateur, c'est l'application, le programme qui permet à votre appareil de visiter des pages web comme Chrome, Firefox, Safari. Une extension, c'est un petit programme qui ajoute des fonctionnalités à votre navigateur. Le Wi-Fi envoie un signal Internet à votre ordinateur sans qu'aucun fil ou câble ne soit requis en utilisant un routeur sans fil connecté à Internet par câble. Un système d'exploitation est un programme informatique qui permet à votre appareil d'exécuter d'autres programmes. Il y a 3 grands systèmes pour les ordinateurs, Windows, Mac et Chrome. En ce qui concerne les téléphones et les tablettes, il existe seulement 2 grands systèmes d'exploitation, iOS et Android. Un programme malveillant ressemble à un virus et apporte des modifications indésirables à votre ordinateur. Bon, j'arrive maintenant à la fin de l'atelier. Si vous avez encore des questions au sujet des notions abordées, c'est le moment de les poser dans le chat ou dans la section questions-réponses. Évidemment, moi, ça me fait toujours plaisir de pouvoir y répondre, ou si vous avez même certaines curiosités. Évidemment, comme on est en mode webinaire, je risque de les lire ou de les rendre sommaires à voix haute afin qu'en revisionnant plus tard, on sache de quoi on parlait quand vient le moment de la réponse. Pendant que les gens sont peut-être en train de composer leurs questions, j'aimerais aussi vous inviter à remplir le formulaire post-présentation en suivant soit le même lien, ou pardon, pas le même lien, mais le code QR, la méthode du code QR, excusez-moi, ou le lien que je viens de mettre dans la boîte de discussion. Euh, Si vous souhaitez répondre, il vous suffit de scanner, comme j'ai dit, et puis de toute façon, ça reste comme tantôt confidentiel, rien à faire avec vos habiletés, tout à faire avec notre façon de présenter afin qu'on puisse continuer d'améliorer le contenu et l'animation des présentations. C'est sûr, certains d'entre vous vont se demander sûrement comment ferait-il, Marc-Alexandre, pour encore animer l'animation, améliorer l'animation. C'était merveilleux, c'était un 6 étoiles sur 5, mais
Même quelqu'un avec mon ego énorme aimerait savoir comment faire pour rendre plus accessible la matière qu'on présente. Vous savez, la meilleure partie d'un webinaire, c'est que je ne suis jamais obligé de voir s'il y a quelqu'un qui rit ou non de mes blagues, donc je peux prendre pour acquis que tout le monde rit de bon cœur. Là-dessus, je veux vous remercier énormément pour votre présence aujourd'hui. Je ne vois pas de questions, ni dans la section questions-réponses, ni dans la section chat. Si jamais j'ai manqué quelque chose, prière de me le signaler. Autrement, je vous souhaite un super bel après-midi, belle semaine et la semaine prochaine, semaine d'éducation média. Je vous invite à continuer de suivre Abilo Média pour voir ce qui se passe et s'il y a d'autres ateliers qui pourraient vous intéresser. Merci. Je pense qu'il y a un mot de la fin, pardon, que je dois lire au nom de Pensée Cybersécurité. Je reprends maintenant. Nous espérons que l'atelier d'aujourd'hui vous a permis d'acquérir davantage de confiance pour adopter de meilleures habitudes numériques un petit pas à la fois. Vous pouvez trouver plus de ressources et de conseils sur la cybersécurité à l'adresse penséecybersécurité.gc.ca. Nous vous encourageons également à les suivre sur les médias sociaux pour connaître les prochains ateliers et obtenir des conseils pratiques en matière de sécurité en ligne. Vous pouvez aussi visiter semaineducationmedia.ca pour les ateliers de la semaine prochaine. Merci encore d'avoir participé. Restez prudents, restez en sécurité. Passez une excellente journée.